Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entrevue digitale, l'émission de KPMG et de Madines qui analyse, qui décrypte les tendances et les évolutions de la tech. Aujourd'hui, on va se poser cette question vraiment centrale: comment faire émerger des champions européens de la tech? Un sujet évidemment très actuel à l'heure où l'Europe est quelque part coincée entre les GAFAM états-uniennes d'un côté et puis les BATX asiatiques de l'autre. Deux continents qui peuvent s'appuyer sur une montagne d'argent pour investir dans leur entreprise tech, dans l'innovation, dans la formation. L'Europe a-t-elle pris réellement conscience de ces enjeux? Et puis pourquoi nos licornes et nos scale-up ne franchissent finalement pas la taille nécessaire pour devenir champion mondial et développer un écosystème? Bref, comment faire naître en Europe une entreprise de la tech capable de rivaliser avec les géants du numérique? Et pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est le sujet de ce débat aujourd'hui et j'en parle avec nos invités. Laure Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente senior des ventes chez Miracle, une des licornes de la tech française, spécialisée dans la création de places de marché pour de grandes sociétés. Jean-Pierre Valenzy, bonjour à vous. Bonjour. Responsable des activités marché financier chez KPMG, et puis Maximilien Nayaradou, bonjour à vous, directeur général du pôle Finance Innovation. Alors la question, doit-on faire émerger un leader européen de la tech? D'abord, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir nos champions européens de la tech? Laure, par exemple. Pour moi, la réponse est évidemment oui. On peut peut-être juste se rappeler en 3 minutes à quoi ressemble l'écosystème de la tech en France et en Europe. Bon, d'abord, des leaders, il en existe depuis pas mal d'années. La grande différence, c'est que pendant longtemps, il y a eu un grand leader toutes les décennies. On a eu Business Objects dans les années 90, Criteo dans les années 2000. Et puis, depuis une dizaine d'années, ce qui se passe, c'est une accélération incroyable, en fait. Si on prend l'année 2021, c'est une année record en termes de levée de fonds. Donc évidemment avec beaucoup d'aides financières pour ces startups et ces scale-up. L'émergence de nouvelles licornes, c'est le cas de Miracle. 11 milliards de levées de fonds en France. Ça nous permet quand même de rattraper un peu notre retard par rapport aux voisins européens. En Angleterre, c'est 40 milliards, en Allemagne, c'est 20 milliards. Donc, on se rapproche quand même des capacités d'investissement apportées aux jeunes pousses et entreprises de la tech. Alors, j'ai rejoint Miracle il y a 9 ans, donc j'étais, je crois, employée numéro 11, ce qui m'a permis de voir vraiment de l'intérieur cette croissance incroyable. Et je vous confirme que c'est le cas. On est une licorne avec une valorisation à un peu plus de 3,5 milliards aujourd'hui. Notamment grâce à des investisseurs étrangers qui commencent à s'intéresser beaucoup aux scale-up françaises. On a été les premiers ou un des premiers à communiquer sur notre chiffre d'affaires en début 2020, une entreprise non cotée. On a atteint 100 millions de ce qu'on appelle ARR dans notre métier, c'est-à-dire tout simplement de revenus récurrents annuels. Et puis, on a à peu près 3,5 milliards de dollars de volume d'affaires qui transitent par les plateformes Miracle. Donc, en fait, notre succès, c'est le succès de nos clients en Europe face aux grands acteurs américains et asiatiques. Et il se trouve que dans le monde des marketplaces, c'est encore plus vrai, parce que la grande marketplace aux États-Unis, c'est Amazon. Ouais. Et puis les grandes marketplaces en Asie ont choisi des routes qui sont pas tout à fait celles que choisissent nos clients en Europe. Donc, il y a une vraie place pour proposer une alternative pour les marketplaces en Europe. On en reparlera peut-être. Pourquoi c'est si important, minutes. Je repose la question comme ça, d'avoir un champion européen de la tech? Je pense notamment à vous, votre solution. Est-ce que c'est important d'avoir un concurrent d'Amazon qui soit européen? Oui, c'est fondamental d'abord pour 2 raisons. Alors, je vais revenir sur le modèle marketplace. C'est ce que fait Miracle. On est donc un éditeur logiciel de marketplace. On aide les acteurs, les entreprises du retail, de la distribution, du manufacturing, les fabricants à créer leur propre place de marché en ligne. Alors, en soi, le modèle de marketplace est probablement le plus vertueux économiquement parlant. C'est-à-dire c'est le modèle le plus compétitif qui soit. C'est une compétition sur son site lui-même. On va inviter des marchands, des vendeurs tiers à venir vendre sur cette place de marché. Donc on crée une saine concurrence pour le bénéfice des clients et des consommateurs. Et c'est aussi un modèle très vertueux du point de vue de l'économie tout simplement. Si on regarde nos clients, par exemple en France, la part de marché d'Amazon est de 18%.
À côté d'elle, en face d'elle, il y a... Ce qui est très peu par rapport aux États-Unis. Alors exactement, c'est là où je voulais en venir. La part de marché d'Amazon aux États-Unis est estimée à peu plus de 40%. Donc il y a un énorme écart. Et pourquoi ? Parce qu'en France, en Europe, il y a plus d'une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de places de marché qui travaillent avec Mirakl. On en est à la fois très heureux, très fiers et très humbles, parce que c'est notre technologie, mais évidemment leur talent pour... En fait, notre métier, c'est d'apporter à ces entreprises des outils pour faire face aux grands géants de la tech étrangers et créer une alternative à ces stratégies de marketplace. L'alternative, c'est de créer des places de marché qui, au lieu de s'appuyer uniquement sur du volume, vont s'appuyer sur de la qualité et puis des valeurs d'engagement social, local. Ils s'appuient par exemple sur un tissu économique de marchands qui sont européens. Nos clients européens, par exemple, utilisent sur leur place de marché des partenaires, travaillent avec des partenaires à 95% européens. C'est exceptionnel et ça a été une stratégie assumée de la part de Mirakl. On a lancé il y a 2 ans Mirakl Connect, qui sont un écosystème de partenaires pour nos clients, principalement européens. Donc, il y a une notion de valeur, en fait. C'est-à-dire créer ce logiciel face à Amazon, ça permet de mettre en avant d'autres valeurs, des valeurs européennes, par exemple. Des valeurs européennes. Ce qui est vrai que quand un consommateur achète sur ces plateformes asiatiques ou américaines, le problème, c'est qu'ils ne sont pas protégés de la même manière qu'en Europe par rapport à la qualité, par rapport à la protection de la data personnelle, par exemple, alors que ces plateformes européennes respectent les lois européennes et proposent ces alternatives. Nature et Découverte, par exemple, a à 90% des marchands français, donc qui font vivre un écosystème de TPE, PME françaises. Si je peux rebondir. Oui, Jean-Pierre. Je pense on parle beaucoup d'indépendance énergétique, forcément, actuellement. En fait, je pense qu'il y a un enjeu d'indépendance technologique. On a des champions de la technologie. Vous en citiez certains, Laure, tout à l'heure. Moi, je citerai les Capgemini, les Atos, les Dassault Systèmes, les SAP, etc. Ce sont des gens qui ont commencé bien plus tôt que nos scale-up, je vais dire, d'aujourd'hui, mais néanmoins démontrent très clairement la capacité à développer justement ces écosystèmes et à devenir des consolideurs de marchés mondiaux. Ça, c'est un point très important. La deuxième chose, c'est une question d'emploi. C'est qu'on est capable en France de générer des milliers d'ingénieurs dans des spécialités très diverses, et c'est bien dommage de les voir partir en fait à l'étranger. Il y en a beaucoup qui partent aujourd'hui à l'étranger, mais on a un vivier de talent et d'intelligence collective considérable, et tous ces projets, je dirais, qui sont nés grâce au financement des startups et des scale-up, nous permettent de retenir ces talents et de nous enrichir collectivement. Au départ, pourquoi ils partent, ces talents ? Parce qu'il y a de la proposition de valeur ailleurs. Enfin, on est dans un monde très ouvert. Une notion de salaire, voilà, on va pas se mentir. Il y a plein de champions de la tech qui attirent des gens, qui ont envie de travailler pour des entreprises innovantes, qui sont des leaders dans leur secteur d'activité. Alors, pour aller dans votre sens, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Mirakl, c'est 80% à l'international, et pour autant, la R&D, elle est entre Bordeaux et Paris, c'est 100% en France. D'où l'importance en termes d'emploi. Je veux dire, la souveraineté, au-delà de la loi, c'est les emplois. Mirakl, il a son siège en France. La R&D, elle est située en France. Il y a des enjeux vraiment d'emploi très importants. Aux États-Unis, les GAFA, l'emploi est lié aux États-Unis. Donc c'est très important. Alors plusieurs sujets par rapport à ce que disait Jean-Pierre sur Atos, par exemple, tout cet écosystème-là, Capgemini, etc. Il est né parce qu'il y a des contraintes en fait. En France, il y a une contrainte de droit du travail qui fait qu'en réalité, on externalise donc les consultants, les ingénieurs, etc. Et donc, on a créé des champions internationaux. Donc, ce que tu disais, Laure, en fait, c'est qu'on a des contraintes, les RGPD, c'est des contraintes, etc. Mais on crée justement la possibilité pour nos acteurs locaux, justement, de répondre à ces contraintes. Et Amazon, Google, etc., les Chinois, ils ont plus de mal à répondre à ces contraintes. Et donc, ça crée l'écosystème local. Et dernier point très important, je remarque en comparant un peu les écosystèmes, la France, et bon, l'Europe évidemment, mais en France, il y a énormément de créativité. On a eu la carte à puce, on a eu, par exemple, Viadeo. En fait, Viadeo, c'était comme LinkedIn. Ouais. Sauf que, on pourra souvent en parler. Mais c'est pas devenu LinkedIn. Voilà, c'est pas devenu LinkedIn pour des raisons de financement, pour plein de raisons. Mais en réalité, nous, on est dans les projets EIT Digital Finance Innovation, donc on a pas mal de nos membres qui ont des projets. Franchement, des projets qu'on a labellisés en 2011-2012, c'est des projets qui sont financés aujourd'hui à l'EIT Digital en Europe. Donc, la France est un écosystème vraiment en avance.
Donc il n'y a pas de raison de se dire pourquoi on a les capacités technologiques. Donc alors, c'est peut-être l'objet de la suite de la discussion, mais il faudrait que les pouvoirs publics et le financement suivent pour qu'on puisse créer, à mon avis, des scale-up et des licornes et puis des GAFA, ce qu'on pourrait appeler des GAFA européens. C'est ça le gros problème, c'est l'investissement. Alors, il n'y a pas que ça. Mais... Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis, depuis ces dernières années. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans? Oui, depuis 2015. Moi, je dirais depuis 2015. Oui. Je pense que les levées de fonds... C'est une volonté politique européenne d'ailleurs ou française? Oui, les deux, mais en France, on a bénéficié d'un contexte extrêmement favorable avec des mouvements comme la French Tech. Les levées de fonds dont je parlais tout à l'heure sont des entreprises comme Back Market, des entreprises comme Miracle. On a fait une levée de fonds de 555 millions d'euros, de dollars, pardon, il y a un an pile, mais sont d'entreprises effectivement comme Mano Mano, comme Back Market, comme Lydia, en fait, sont des entreprises qui viennent principalement de deux secteurs d'activité. Il y en a d'autres évidemment qui sont en pleine croissance, mais les entreprises qu'on appelle de la fintech, dans le domaine de la technologie pour les services financiers. Et puis, dans celle que je viens de vous citer, il y en a 3, Sorar qui est la dernière, qui sont des marketplaces. Ouais. Et donc, ce modèle de marketplace en soi est extrêmement générateur de valeur pour les entreprises et pour leur écosystème. Mais plus globalement, je pense, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la valeur technologique en fait, qui est attractive pour les investisseurs internationaux. Les investisseurs internationaux, leur terrain de jeu est mondial. Donc, ils font des arbitrages, ils comparent. Il y avait des questions de valorisation aussi, c'est-à-dire que les valeurs américaines ont beaucoup progressé. Et donc, le gain potentiel pour un investisseur peut paraître relativement plus faible qu'en investissant en Europe sur des valorisations plus basses, mais avec cette valeur technologique embarquée très forte. Et donc, une attractivité de la French Tech qui a été puissante, on peut dire, pendant quelques années. Alors maintenant, on va voir comment les choses évoluent dans le nouveau contexte qu'on connaît, etc. Mais je pense que pour les bons projets, pour les entreprises qui progressent comme Miracle, comme plein d'autres, il y aura toujours des investisseurs pour accompagner ces entreprises. Alors, autre question, simplement pour revenir un peu au début, déjà, un champion européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire un siège social évidemment en Europe, ça veut dire quoi d'autre? Pour ceux qui nous écoutent, soit très clair, quand est-ce qu'on reste une boîte européenne, quoi? Alors oui, effectivement, avoir un siège européen, avoir la majeure partie de ses équipes en France. Actionnaires aussi? Alors actionnaires, non, justement, l'intérêt c'est de faire venir des fonds absolument de partout, et généralement le choix pour les fonds qui rentrent, qui soutiennent les startups et les scale-up, c'est surtout un choix de développement. On a fait appel, nous, à des acteurs qui sont anglais, qui sont américains, qui ont une connaissance du marché local et qui vont nous aider à nous développer là-bas. Donc Silver Lake, Permira, 83 North, Bain Capital, qui sont des acteurs qui, par ailleurs, en plus, viennent se rajouter à des partenaires financiers de la toute première heure chez Miracle comme Elia Partners et qui continuent à nous accompagner à travers le temps, ce qui est relativement Mais est-ce que je peux être un champion européen en ayant dans mon board où la majorité des investisseurs qui ne sont pas européens? C'est possible ça? C'est pas une question d'investisseur. Le fait d'être un champion européen ou un champion tout court, c'est être une entreprise dont le savoir-faire et l'innovation est principalement basé en France ou dans un pays européen et qui ensuite arrive à vraiment se développer à l'international. Donc, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui 82% de notre chiffre d'affaires est en dehors de la France. Sans se faire racheter évidemment par un fonds étranger, enfin hors européen. En gardant, je dirais, une autonomie par rapport à un actionnaire. Voilà. Oui, c'est ça. Ça, c'est un point très important. Et bon, pour notre observatoire Top Tech Tomorrow qu'on réalise chaque année sur les levées de fonds de la tech, très clairement, c'est la définition. C'est-à-dire garder cette autonomie, garder des fondateurs aux manettes avec une ambition de développement qui se poursuit sur des territoires nouveaux, qu'ils soient technologiques ou géographiques. En même temps, Antoine, ce que vous posez comme question, c'est la compétition entre les investisseurs. C'est important. Je veux dire, en réalité, toute cette French Tech, etc., c'est pas miraculeux. Il y a des conditions macroéconomiques qui ont permis ça. Les conditions macroéconomiques, c'est la politique monétaire. Et c'est pas Macron qui décide. C'est la politique monétaire qui a fait que les taux en 2015 ont baissé considérablement. On est revenu à 0. Et nous, on est dans la finance, on le voit bien. Les investisseurs institutionnels, les assureurs se sont dit, je peux plus placer mon argent en obligation à rien faire, dormir.
Donc je vais un peu entre eux. Donc pour espérer avoir des gains plus élevés, voilà, je vais devoir faire travailler mon argent. Ouais. Donc je vais devoir donner mon argent à des entrepreneurs qui vont le faire travailler. C'est ça vraiment le vrai sujet. Et il faut que donc tout ce qu'on dit là, il faut que ça c'était nouveau cette façon de penser. Ça a changé le Roffort. Oui, bien sûr, ça a changé quelque chose. Aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, surtout aux États-Unis depuis les années 90, ils étaient dans une monnaie plutôt faible, des taux d'intérêt réels plutôt bas. L'Angleterre qui était hors de la zone euro aussi, il y avait des écosystèmes qui étaient beaucoup plus croissants. Tout à l'heure, on a dit les ingénieurs français vont travailler à l'étranger. Moi, j'étais prof avant. Mes étudiants, ils allaient bosser à Londres. Parce qu'à Londres, on les embauchait. J'ai connu une époque, quand j'étais prof à Dauphine, où tout le monde allait à Londres. Parce qu'on n'avait pas des très bons salaires, des très bonnes opportunités à Paris. Parce qu'on était dans des zones de croissance faible. Donc donc de 2015 à 2021, donc on a une super croissance, les levées de fonds, la French Tech, tout était déjà là pour ça. Parce que les Français en Europe, il y a quand même de la tech, il y a de l'intelligence, il y a des ingénieurs. Maintenant, il va falloir que les taux remontent, l'inflation remonte. J'espère que les investisseurs ont goûté le truc, ils ont vu que c'était bon et que c'était rentable. Parce que le problème, c'est qu'il y a une aversion au risque des investisseurs européens. D'accord, les baby-boom, les boomers, les retraites à payer, tout ça, il faut que ça soit. On ne faut pas perdre d'argent. Le problème, c'est que quand même la tech, c'est risqué. Je veux dire, nous, on a labellisé plein de projets, on a dû labelliser 700 projets à Finance Innovation. Il y en a peut-être une centaine, 150 qui ont échoué. Donc, il faut que l'investisseur se dise, malgré le fait que je prenne des risques, je vais gagner de l'argent. Donc, il faut qu'on ait Jean-Pierre, tu connais ça, il faut qu'on ait un système de financement qui fait que pendant 20-25 ans, l'investisseur puisse continuer à gagner de l'argent. Et je dis toujours que Amazon, déjà Twitter, c'est une pompe à perdre de l'argent. Ouais. Amazon, au bout de 20 ans, ils ont été enfin rentables. Il a fallu du temps pour que ça soit rentable, tout ça. Parce que à chaque fois, il faut que l'investisseur de Miracle puisse revendre les actions Miracle en gagnant de l'argent tant que Miracle ne soit pas rentable. Et nos conditions de rentabilité en Europe, on est entre nous, ils sont beaucoup plus fortes. Les investisseurs sont beaucoup plus, demandeurs de rentabilité. Aux États-Unis, on a et donc ils devraient moins l'être, en fait, c'est ça? Pour qu'il y ait des GAFA européennes, oui, en tout cas, ils devraient avoir des conditions de rentabilité. Et on devrait accepter d'autres variables que la rentabilité, c'est-à-dire la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de l'immatériel, pendant beaucoup plus longtemps que pendant, on va dire aujourd'hui 5 ans, 10 ans. Aux États-Unis, c'est plutôt 15 ans, 20 ans. Donc c'est être capable en fait de miser à perte pendant longtemps. Je comprends que ce soit compliqué pour un investisseur. C'est pas miser à perte, c'est structuré. Donc là, les pouvoirs publics sont importants. C'est structurer un écosystème qui fait qu'un investisseur, donc Eleya qui était au début, puisse continuer à revendre ses actions longtemps en gagnant de l'argent. Et pour ça, il faut que Miracle dise, vous voyez, mon chiffre d'affaires a augmenté, j'ai des clients 80% à l'étranger, donc les gars, je suis bon, continuez à me financer. Et moi, je dirais que ça s'appuie beaucoup sur un partenariat investisseur et entrepreneur. L'alternative, ou plutôt la condition de succès de ce que tu viens de décrire, c'est aussi que les entrepreneurs aient une véritable vision internationale. Et je pense que culturellement, les entrepreneurs français se sont beaucoup auto-bridés et que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Pourquoi mais vraiment par manque de culture du développement international. Par peur de l'échec d'aller ailleurs, d'aller exactement. En Asie, aux États-Unis. Il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs dans le retail, dans la distribution. Je sais pas. Enfin, il y en a plein. Carrefour s'est beaucoup développé aux États-Unis et finalement est revenu en arrière. Cdiscount s'est développé aux États-Unis et est revenu en arrière. Donc, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises qui ont essayé de créer des modèles internationaux ou multinationaux et qui n'ont pas forcément eu le succès qu'ils attendaient. Ils ont eu d'autres succès par ailleurs. Mais je pense que c'est aussi des entreprises qui se sont bridées. Donc, ça demande aussi des entrepreneurs qui ont cette vision et cette envie de se déployer à l'international en recrutant des talents sur le territoire français, mais en ayant cette présence aussi partout où on se développe. Nous, on a 17 bureaux dans le monde aujourd'hui. À chaque fois qu'on arrive quelque part, on va aller s'appuyer sur des talents locaux et des gens qui connaissent ce marché-là et qui vont nous aider à nous développer. Donc, je pense que la condition de succès, c'est aussi la vision des entrepreneurs. Nous, je pense qu'on peut dire que Miracle, aujourd'hui, est un succès d'une entreprise française véritablement internationale. Mais quand on y réfléchit, nous, du point de vue Miracle, notre vrai critère de succès, c'est pas tellement ça en fait. Notre vrai critère de succès, c'est de créer chez nos clients des succès mondiaux.
On veut que nos clients qui ouvrent leur marketplace initialement, souvent dans les pays où ils opèrent, en Belgique, en Espagne, en France, sur d'autres continents, le continent africain aussi. Voilà, qu'ils deviennent eux-mêmes des champions internationaux. La vraie alternative aux Asiatiques et aux Américains, c'est que nos clients qui lancent leur place de marché, lancent des places de marché à résonance européenne. Je pense à Decathlon, par exemple, qui, en l'espace d'1 an et demi, a déjà ouvert sa place de marché dans 10 pays et ils ont une ambition. En Europe Alors en Europe, pour le moment, sur d'autres continents aussi. en Europe, et ils vont se développer sur d'autres continents. Ils sont présents dans une 40aine de pays dans le monde. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Europe, on aura nos GAFAM, nos BATX? Est-ce qu'ils existent déjà peut-être, mais du coup, il y a peut-être un problème de communication ou d'affichage, on ne les connaît pas bien. On parle toujours des mêmes, enfin, on parle toujours des Asiatiques et des Américains. Ouais. C'est un problème de communication? Non, je ne suis pas certain que ce soit un problème de communication, même si donc on les a pas, nos leaders, encore. De porter, mais on va y arriver. En fait, ils sont en gestation. Parce que ils sont prêts à dégainer. La maturité de notre French Tech ou de notre tech européenne est un peu moins importante, puisque les Américains, depuis 30 ans, lèvent des fonds considérables. Pourquoi on parle d'argent? On ne parle pas d'argent pour parler d'argent. C'est qu'en fait, et Laure l'a très bien expliqué, c'est qu'à la base, on a besoin de ressources. Et les ressources évoluent considérablement au fil du temps. On a besoin de ressources en France, de talents en France. Quand on s'internationalise, on est dans un monde concurrentiel. Quand on va aux États-Unis, quand on va en Angleterre ou en Asie, très clairement, le prix à payer pour avoir un bon développeur, un bon commercial qui connaissent le métier, et d'avoir progressivement des fonctions support qui soient des vrais business partners pour le front office, je vais dire, ça coûte de l'argent. Il y a besoin de structurer, d'organiser, d'être agile, d'avoir de la data disponible rapidement pour prendre des décisions rapides et venir attaquer les concurrents ou un marché. C'est évident que tout ça nécessite des moyens. Et ces moyens ne sont pas uniquement des talents et de la technologie, c'est de l'argent parce qu'il faut rémunérer tout ça. Alors je reprendrai, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, qui est dire que les besoins d'investissement évoluent avec le temps. Alors pour nous, ça a été extrêmement vrai, c'est-à-dire que dans les premières années de Miracle... Plus le temps passe, plus il y a besoin d'investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas la même nature d'investissement et donc pas les mêmes besoins en cash. Au début, nos besoins d'investissement, c'était des équipes commerciales, des équipes terrain, des équipes qui sont passionnées, motivées, qui vont voir les clients pour les convaincre d'adopter notre technologie. Ouais. Donc, voilà. Et éventuellement dans d'autres pays. Bon, accessoirement, notre dernière ouverture, c'était au Japon. Le coût pour nous en rentrer en Japon n'est pas le même que rentrer en Belgique, en France, en Espagne ou ailleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les salaires au Japon ne sont pas du tout les mêmes. De la même manière, aux États-Unis, on a quasiment une centaine de personnes aux États-Unis aujourd'hui. On est 800 chez Miracle. Le coût de l'emploi n'est pas la même selon les marchés qu'on va pénétrer. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que depuis maintenant 2 ans, les besoins d'investissement de Miracle, c'est aussi des besoins d'investissement pour nous accompagner dans l'acquisition d'entreprises. L'acquisition, c'est hyper important parce que c'est des vrais coups d'accélérateur en termes d'innovation. On s'appuie évidemment sur nos propres ressources technologiques dont on parlait tout à l'heure. On a un plan de recrutement de 1700 personnes, énormément de personnes qui feront partie de la R&D en France. Donc évidemment, il faut aller chercher des talents qui vont nous aider à développer la technologie. Mais aussi, on a besoin d'accompagnement pour faire des acquisitions. On a fait 2 acquisitions depuis 2 ans. Octobat, qui est une entreprise dans le domaine financier, tout ce qui est facturation dans le domaine des marketplaces. Qui est basée où ? En France. C'est une entreprise française. Et la deuxième est également une acquisition française. C'est important pour nous aussi d'avoir un fit culturel fort quand on réfléchit à des projets d'acquisition. La deuxième qui est Target to Sell, une très très belle entreprise française qui est spécialisée dans la personnalisation. Elle apporte une suite logique à ce qu'on fait, puisque quand on ouvre une marketplace, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va multiplier très très fortement l'offre qu'on propose sur son site internet à ses clients. Et tout d'un coup se pose une problématique quand on multiplie l'offre, qui est comment on va la trouver. C'est ce qu'on appelle la searchability, la findability. En bon français, c'est le fait tout simplement d'aider le consommateur à naviguer dans une offre beaucoup plus pléthorique. Et donc là, il y a des outils d'hyper-personnalisation à l'échelle, et c'est ce que nous permet de faire Target to Sell. Mais pour être un champion européen, pourquoi vous n'avez pas racheté des startups qui étaient en Allemagne ou en Italie, en Espagne ? On ne s'interdit pas du tout.
On ne se l'interdit pas du tout. C'est vrai qu'on se dit, si on se rachète entre Français, bon oui, ça va faire émerger un champion français, mais est-ce qu'on fait émerger un champion européen? Il ne faut pas avoir de préjugés. Par exemple, Luco, ils ont racheté, j'ai oublié le nom de la boîte allemande, ils ont racheté leur concurrent allemand qui leur a permis d'avoir l'agrément. Après, on achète les boîtes où c'est... Doctolib a fait des acquisitions en Italie, en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté culturelle? C'est ça que je voulais dire en fait au fond de ma question. Est-ce que c'est plus facile de racheter une start-up française? Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté culturelle, mais le fit culturel est vraiment un des critères importants quand on fait une acquisition. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ce sont des hommes qui vont travailler avec des hommes, des femmes avec des femmes, et on a besoin que ces personnes aient une très forte collaboration très rapidement. Alors après, c'est quelque chose qu'on a appris à faire depuis pas mal d'années. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut travailler entre franco-français. D'ailleurs, Target to Sell n'était déjà plus une entreprise franco-française. Ils ont des équipes en Allemagne et en Espagne, par exemple, qui travaillent avec 2 équipes en Allemagne et en Espagne. Mais le fit culturel est important. Culturel ne veut pas forcément dire même pays, même appartenance culturelle, mais la même vision de l'innovation, la même vision de la croissance. C'est surtout ça, le critère important. Mais est-ce qu'il y a une communication entre les différents pays européens, les Allemands plutôt et les Français justement sur cette idée de faire émerger un champion européen? Est-ce qu'on discute de ça? Juste un dernier point là sur le pourquoi à mon avis est-ce qu'il va y avoir des GAFA européens? Moi je dirais qu'en B2B il y en aura. En fait en Europe, dans la fintech, nous on est plus sur la fintech, c'est 2 tiers de B2B, 1 tiers de B2C. Et en réalité les GAFA ils sont connus parce que c'est du B2C. Tout le monde les utilise. Google. Amazon, c'est pas que du B2C. Ouais, mais il y a une grosse partie B2C. Nous, en fait, en réalité, à mon avis, le GAFA européen, il sera B2B. Et pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on dit, les levées de fonds moyennes, médianes, elles sont beaucoup plus basses en Europe. Tous nos grands champions de tech le sont d'ailleurs. Voilà, et ils sont B2B, sauf peut-être Lydia. Mais en gros, ça sera du B2B, et donc Miracle, c'est du B2B. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est pas parce qu'on est mauvais en B2C, c'est parce que du B2C, ça demande des levées de fonds beaucoup plus importantes, parce qu'il faut conquérir le client, il faut faire des investissements publicitaires, il faut passer à la télé, etc. Et ça coûte des fortunes. L'acquisition client est coûteuse. Et on n'a pas ces montants-là. Nicolas Dufour, président de BPI France, dit il faut que les grands fonds d'investissement européens deviennent des fonds tech. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne peux être que d'accord. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez d'argent, il faut encore aller chercher toujours plus d'argent. L'orientation de l'épargne, comme le disait Maximilien, elle a été très sécuritaire, je vais dire, au sens de ne pas perdre d'argent. On ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Et on voit, quand on regarde l'assurance vie à la française, très clairement, tout le monde veut placer en euros et pas en unité de compte. Bon, la réalité, c'est que si tout le monde a une approche plus orientée risque dans des outils qui diversifient le risque, c'est-à-dire pas investir dans une entreprise, mais investir dans un panel d'entreprises, chacun peut se trouver, chaque individu peut se trouver en tant que capital risqueur quelque part et réduire son risque personnel. Et ça orienterait l'épargne beaucoup plus fort. Ça a beaucoup de conséquences parce que l'écosystème de financement est plus large que simplement les fonds qui soient investisseurs dans le privé ou dans le public. Il faut de la force d'analyse, au sens analyse financière, beaucoup plus forte, qui sache bien valoriser la technologie. Et ça, c'est une force, on peut dire, des Américains avec le Nasdaq. Alors, on peut dire il y a eu des bulles, des ceci, des cela, mais in fine, ils connaissent. On aura bientôt un Nasdaq européen, a priori. Oui, a priori. Bon, ils maîtrisent la technologie, ils la comprennent, ils savent la valoriser. Voilà. Et ça, il nous faut cet écosystème-là. Oui, puis il y a une raison toute simple, c'est que la technologie est partout. On ne peut pas être investisseur sans avoir une compétence technologique très forte. Quand on commande son taxi sur Uber, on utilise de la technologie. Quand on réserve une chambre sur Airbnb, on utilise de la technologie. Et quand on achète sur Leroy Merlin un produit à un vendeur tiers et on se fait livrer chez soi 48 heures plus tard avec une excellente qualité de service, c'est parce que derrière, il y a une technologie comme Miracle qui permet à ce vendeur tiers d'opérer avec une très bonne qualité de service. Mais est-ce que vous l'avez vécu, vous, au début, dans l'aventure Miracle, c'est-à-dire des fonds qui étaient un peu timides, un peu en se disant allez, donnez-nous de l'argent, non, c'est pas trop, etc. Est-ce que vous avez senti cette crainte, cette difficulté d'aller chercher comme ça des gros tickets? Non, on a eu de la chance et on a eu aussi le talent de nos cofondateurs. Je pense que donc Philippe Corot et Adrien Nussenbaum, qui sont tous les 2 cofondateurs et co-dirigeants de Miracle aujourd'hui. Philippe qui avait déjà créé de nombreuses entreprises avant de créer Miracle. Adrien qui a un background financier.
Je pense qu'on s'appuie aussi beaucoup sur leur talent pour aller chercher des fonds et sur la vision aussi finalement très simple de l'entreprise. C'est une vision assez percutante, c'est-à-dire à nouveau fournir aux entreprises du monde entier des outils pour faire face à la concurrence des grands acteurs de la tech. C'est une vision qui est très simple. Leur permettre d'adopter des modèles économiques qui permettent d'être hyper rentables, créer sa marketplace. Amazon tire la majeure partie de sa rentabilité, de son EBIT margin de sa marketplace, et accessoirement de la partie AWS qui est leur activité d'hébergeur. Mais donc la vision pour nos investisseurs était assez limpide, comme elle l'est pour nos clients en réalité. Je crois que ça, c'est un point très important. C'est que, en fait, l'investisseur compare les projets. Bon. Donc, la question, c'est est-ce que la solution technologique répond à un besoin? Est-ce que ce besoin, il est suffisamment large et le marché adressable est important? Ou est-ce que la solution va permettre de gagner en efficacité ou de résoudre un problème de santé publique? L'investisseur regarde les choses de façon assez macro dans un premier temps, et parce qu'in fine, ce qu'il cherche, c'est avoir le projet qui sera le plus porteur de croissance et un jour de rentabilité pour les premières séries. Donc ça, c'est un point important. Et la deuxième chose, c'est la capacité des dirigeants à porter ça. Ça, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire que si les dirigeants ne sont pas capables de passer le message pendant des roadshows, de convaincre, ça ne se fera pas. Mais il y a quand même quelque chose un peu de culturel, quoi. Aux États-Unis, on a l'impression que plus facilement, ils vont miser dans une technologie, Maximilien. Oui, disons que chez les anglo-saxons, déjà, il y a une culture, je pense, de la comparabilité qui est quand même plus forte. Et il y a, je répète, il y a quand même une abondance de capitaux, je veux dire, qui fait qu'on va on va chercher les projets. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que les anglo-saxons, ils cherchent, tu disais tout à l'heure, les fonds étrangers, ils sont venus en France parce qu'on est entre nous, c'est sous-valorisé la France. Ah, ils ont de la bonne tech. Oh là là, c'est sous-valorisé parce que les gens parlent français. Parce qu'on est dans un écosystème qui est hors de l'écosystème anglo-saxon. Et donc, là, je vais me faire de l'argent en achetant des boîtes, puis je vais les revendre. Voilà, c'est la comparabilité et abondance de capitaux. Donc, quand on est dans des périodes comme les 30 Glorieuses, il y a de l'abondance de capitaux, il y a de la croissance. Donc là, il y a eu une abondance de capitaux 2015-2021, donc on finance les projets. Donc, il faut trouver continuer à faire ça dans des périodes un peu plus dures dans lesquelles on va être, inflation, hausse des taux d'intérêt. Mais culturellement, par exemple, je pense dans la culture française, il y a une aversion à la perte. Même l'État, il protège l'investisseur pour pas que l'investisseur perde. Alors, on peut comprendre quand c'est un investisseur particulier, mais les institutionnels, les investisseurs professionnels, il y a quand même une très forte protection. Les cryptos, nous, en ce moment, on travaille sur la crypto. Il y a de la réglementation et tout, mais elle est très protégée. Je dis pas qu'il faut pas protéger les investisseurs, mais il faut trouver un équilibre entre la protection et la prise de risque. C'est ce que tu disais, Jean-Pierre. Est-ce qu'il peut les fonds, on diversifie le risque. Donc il y a un sujet quand même de capacité, et je trouve que culturellement, les anglo-saxons, il y a de l'émotionnel. Nous, j'ai entendu des dizaines de pitchs. Il y a une protection, je dirais, réglementaire en France qui fait qu'on va moins se laisser séduire. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'importance de la proposition de valeur d'une entreprise qui va séduire les investisseurs étrangers ou français. Je pense que c'est en effet fondamental, c'est-à-dire que en fait on ne sait pas pitcher. Il faut que l'entreprise ait un impact très tangible et très mesurable. Tu parlais d'impact, par exemple, économique, social, sociétal, ou même sur la santé. Je reviens sur un épisode qu'on a vécu il y a 2 ans, qui a été hyper fédérateur et très important pour les équipes Miracle. On s'est retrouvés comme tout le monde en février-mars 2020 avec le Covid et de nombreuses questions sur la capacité de Miracle et de nos clients à franchir cette étape compliquée. Mais en fait, très très rapidement, dans les premières semaines du Covid, on faisait partie de l'initiative donc Tech for Good French Tech. On a été contacté par le gouvernement pour aider dans ce contexte et trouver une solution à la distribution, c'est une question de distribution, de tout le matériel de protection pour les soignants, les hôpitaux et les cliniques. En 48 heures, on a monté une place de marché
qui a aidé pendant quasiment un an, en fait, à faciliter la mise en relation de l'offre et la demande pour ceux qui voulaient aider, fournir du matériel, des entreprises comme L'Oréal, des entreprises qui avaient du matériel ou des contenants et qui voulaient être capables de les proposer à des hôpitaux et des cliniques ou à des soignants et aider les deuxièmes à les acheter. Ça s'appelle une marketplace et c'est pas un effet de manche, si vous voulez. On n'a jamais pitché ça à un investisseur. D'ailleurs, on n'a jamais eu l'idée de créer cette marketplace en pleine période de Covid. Mais ça a été extrêmement fédérateur pour les employés. Ça a été aussi une manière de démontrer l'impact, l'importance de ce qu'on peut faire avec des modèles de place de marché. Tu dis effet de manche, mais moi, dans l'écosystème, je suis étonné. Souvent, les gens disent « Ouais, lui, il a levé 3 millions d'euros sur des slides ». Il y a toute une critique quand même de ça, qui est dans la culture française. On a l'impression que c'est du vent. C'est du vent. Ils ont financé du vent. Ouais. C'est vrai, mais on est en économie, on est dans des prophéties autoréalisatrices. Donc c'est du vent au début. On professe du vent, mais par l'action, ça devient réel. Et ça, les anglo-saxons, ils savent l'évaluer, ça, en fait. Ils savent, ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait avant comme boîte? Miracle, il y a un certain entrepreneur derrière. Par exemple, Alan, il a réussi à faire c'était une des plus grosses levées de fonds sur l'InsurTech, parce qu'il avait fait une boîte avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on trouve, on a une capacité, il faut qu'en France, on soit capable de valoriser justement l'immatériel, de valoriser le vent, mais le vent qui va devenir réel. Et donc, on a réussi la 2015 à 2021 parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Parce qu'on est comme dans le marché financier, c'est un marché où au début, je finance, je suis Engie, je suis EDF, je suis financé, puis après on va jusqu'à la start-up. Et quand il y a beaucoup d'argent, la start-up elle reçoit de l'argent. Mais quand il n'y a plus beaucoup d'argent, la start-up il y a moins d'argent. Donc il faut qu'on continue à assurer des fonds propres. De réaction par rapport à ça. La première, c'est que la culture française a un peu évolué. Bon, grâce aux écoles, il faut le dire, grâce aux écoles, parce que la culture entrepreneuriale, école de commerce, mais aussi d'ingénieurs, cette culture évolue. Maintenant, cette culture, il faut la faire rentrer plus tôt, en fait, chez les plus jeunes. Bon, alors le grand oral, au bac, etc., mais il faut aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite sur cette culture de l'oral et du pitching. Bon, ça, c'est une chose. Après, l'enjeu du moment, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'entreprises, je pense que Miracle en fait partie, qui ont levé des fonds de façon très significative, et il va falloir organiser des exits. Et ce moment de l'exit va être absolument critique pour conserver le contrôle quelque part. Parce que, bon, un exit de fonds qui a mis 500 millions en cumulé ou 300 millions, peu importe, ça se prépare. C'est souvent à ce moment-là qu'on les perd, nos leaders européens. Et il y a un risque. Il y a un risque de perte. Mais là, ça va être la stratégie des fondateurs avec l'aide de conseils et avec les investisseurs, parce que ça ne se fait pas sans eux. Pour l'étape suivante, qui est potentiellement une introduction en bourse, ou que ce soit, je vais dire, mais c'est un moment crucial. C'est en réflexion chez Miracle, l'exit ? Disons que c'est une suite logique, l'introduction en bourse pour une entreprise qui est en sérieux, qui a déjà fait plusieurs levées de fonds. C'est une suite logique. En revanche, on se laisse absolument toute perspective ouverte devant nous. Il n'y a pas de contrainte. Bon, le contexte économique actuel n'est pas particulièrement porteur, mais en revanche, on a une démarche qu'on appelle, dans un bon jargon, IPO readiness. Donc, on s'organise et on se prépare, effectivement, pour que ça puisse être une des prochaines étapes pour l'entreprise. Ouais. C'est une voie royale, ça aussi, pour aller chercher de l'argent, l'introduction en bourse. C'est une voie royale, mais c'est une voie un peu mythologique. Je veux dire, faut dire les choses. Il y a une concurrence entre les investisseurs. Et je peux vous dire que s'il n'y a pas d'évolution un peu réglementaire, il va y avoir plein de nos belles licornes qui vont être achetées par les Chinois, par les Américains. Mais c'est ça, pardon. Comment elle se fait l'introduction en bourse en Europe? Comment elle se fait? Est-ce qu'elle est possible? Et les entrepreneurs, ils auront raison en plus. Maximilien, comment elle se fait l'introduction en bourse en Europe? Est-ce que c'est déjà, en bourse, il y a beaucoup de contraintes. Il faut communiquer, c'est des entrepreneurs qui étaient en private equity. On va où déjà? Alors, ce qu'il faudrait, ce que je disais Jean-Pierre, c'est qu'il faut qu'il y ait des exits en bourse. Entre autres, il n'y a pas que, il faut qu'il y ait des exits en bourse. Pour ça, il faut qu'il y ait cette culture du marché qui se développe. Et surtout, il faut qu'il y ait des petits porteurs qui achètent ces actions. Et pour ça... Et donc, c'est forcément sur l'Euronext?
En tout cas en France, ça peut être. Oui, Il y a France, d'autres, oui. il y a d'autres Euronext. des autres marchés, hein, mais c'est ce qui est à privilégier. Euronext n'est pas qu'un marché français. Euronext, Oui. en réalité, attire. Enfin, sur Euronext, il y a des investisseurs internationaux qui viennent trader des actions tous les jours, des actions françaises. Ou éventuellement des actions étrangères d'ailleurs. Hein. Donc Euronext, il ne faut pas retenir que c'est un acteur européen, c'est un acteur mondial de l'investissement. Voilà, c'est une plateforme de mise en relation d'investisseurs et d'émetteurs qui ont besoin de lever. Il y a une concurrence entre Euronext et le Nasdaq. Clairement. Mais est-ce qu'il vaut mieux aller où il peut vendre Est-ce qu'il vaut mieux se coter à l'étranger ou en France? Si on se cote à l'étranger, est-ce qu'on est toujours européen? Ma réponse, c'est il faut qu'il y ait suffisamment d'investisseurs pour que les valorisations ne soient pas basses, pour rester en France et en Europe. Donc pour ça, il faut, aux États-Unis, pourquoi il y a les belles valos? Parce qu'il y a des incitations fiscales. Je veux dire, vous pouvez déduire 50% de vos impôts quand vous êtes en action, mais attention, c'est des réflexions qu'il y a au niveau français. Mais si on fait ça pour acheter des actions Amazon, Facebook et compagnie, c'est pas la peine. Donc il faudrait le faire en disant, si vous investissez dans des boîtes qui ont moins de 10 ans, genre, je sais pas, il faut avoir. Le problème en France, c'est souvent, on n'arrive pas à avoir une règle, je dirais, de bon sens. Donc si on dit, OK, si vous êtes de la tech, vous allez avoir une incitation fiscale, mais si c'est pour aller financer Amazon, Google et tout, c'est pas la peine. Vous voyez, donc c'est fin en réalité. Il faut que vous êtes dans la finesse. Il y a un point très important, hein, c'est que les investisseurs américains, ou plus généralement les investisseurs internationaux, on peut les atteindre via une opération financière sur Euronext. Ça s'organise. Il n'y a aucun problème techniquement pour le faire. Nasdaq, quoi. On n'est pas obligé d'aller au Nasdaq pour le. Bon, il faut déjà le dire et que ça se sache. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on peut avoir les bons investisseurs américains qui valorisent correctement la tech? Et là, il y a un rôle, je pense, de la place financière d'orchestrer un panel de conseils qui soit capable de le faire. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'ambition au démarrage d'opérations d'introduction en bourse. Et en réalité, les investisseurs américains n'ont pas vraiment été atteints comme s'ils allaient au Nasdaq. Mais pour choisir entre les États-Unis et Europe, on n'est pas juste sur dire où est l'argent. C'est aussi la question de la logique stratégique de développement. Si on a un footprint, enfin, si on est suffisamment présent aux États-Unis, en termes de business, ça peut avoir du sens d'aller aux États-Unis. Maintenant, si on vient s'adresser à des investisseurs américains en étant absolument inconnus d'un point de vue business, c'est plus compliqué. Donc tout ça, c'est une stratégie d'ensemble qui va se marier avec une stratégie financière et qu'il faut organiser. Et selon le stade de développement, ça peut être plus le Nasdaq, ça peut être plus Euronext, mais il faut surtout retenir qu'en étant efficace dans le placement, en ayant les bons accompagnateurs, je vais dire, on est en mesure d'aller chercher les investisseurs américains au travers d'Euronext. Un autre moyen de passer à l'échelle et de devenir champion européen de la tech, c'est évidemment les grands groupes. Est-ce qu'ils font assez leur travail en Europe? Est-ce qu'il y a un rapprochement fort entre grands groupes et scale-up européennes? Enfin, de mon point de vue, j'ai pas l'impression. Moi, je pense que le principal impact des grands groupes quand on est une scale-up, surtout une start-up, je pense à l'expérience que j'ai pu avoir il y a 9 ans quand Miracle n'était pas une marque, n'avait pas de clients, n'avait aucune notoriété, pas de partenaires et donc vraiment était au tout début. C'est la confiance des entreprises pour s'appuyer sur nos technologies, tout simplement. Je pense que ça commence par ça. On a travaillé très tôt avec des acteurs comme les Galeries Lafayette, comme Carrefour en Espagne, et progressivement, même quand on est arrivé sur le marché américain, je veux dire, des entreprises comme Kroger, qui fait partie du Fortune 500 américain, c'est un grand groupe de distribution alimentaire, Catch Group en Australie. À chaque fois qu'on a pénétré de nouveaux marchés, la confiance de grandes entreprises, de grandes structures, dans des entreprises technologiques qui sont hyper innovantes et qui apportent énormément d'expertise, c'est le point de départ. C'est le point de départ pour nous. Oui, on peut faire mieux. Je veux dire, en fait, nous, on est beaucoup dans le B2B. Il y a quand même une réticence quand l'entreprise, comme tu dis, est peu connue, a peu de chiffre d'affaires, peu de fonds propres, à faire du business avec, surtout dans les grandes institutions financières. Après, je pense que l'État peut être un bon exemple. Par exemple, aux États-Unis, il y a le Small Business Act. Le gouvernement américain oblige les régions américaines, les États, à acheter environ 20%
de leurs achats aux TPE-PME. Ouais, bien sûr. En France, il y a eu du lobbying et tout, c'est jamais passé. Je pense que c'est pour des raisons européennes, hein, il me semble. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je suis un tout petit peu plus optimiste. Tant mieux. Je suis un tout petit peu plus optimiste parce que, en fait, aujourd'hui, quelle que soit l'activité d'une entreprise, il y a besoin d'une technologie avancée. Où que ce soit, dans un process industriel, passer à l'usine 4.0, dans un process commercial, relation client, etc. Et donc, tout ce qu'on voit quand même, c'est que nos scale-up qui apportent ces solutions technologiques sont appelés, sont demandés pour accélérer et pour s'adapter. Parce que quand on a un business très physique, typiquement, il faut passer au digital. Et donc, ce passage au digital, il est loin d'être simple pour des entreprises centenaires qui ont un historique des grands groupes, et donc les scale-up ont un rôle à jouer très important dans cette transformation numérique, digitale, avec des technologies de pointe pour les entreprises, pour les organisations publiques, comme tu dis, Maximilien. Je pense que globalement, il y a un enjeu énorme et des opportunités énormes. Tu as raison, Jean-Pierre. Je trouve que le Covid a changé les choses. Il y avait des gens qui étaient réticents et qui ont vu leurs concurrents gagner des parts de marché via le Covid. Et les projets, après, se sont accélérés. Donc, ça bouge. Pour les entrepreneurs, jamais assez vite, mais c'est vrai que ça bouge. Enfin, on a vu une accélération très, très, très forte, pour le coup, dans la confiance qu'ont pu nous faire nos clients. Je parlais du développement international, mais le volume d'affaires qui a transité par les plateformes Miracle en novembre de l'année dernière, c'est l'équivalent du volume d'affaires de toute notre année 2017. Je veux dire, c'est une croissance exponentielle. Donc, autant... Je parle de développement commercial de notre entreprise, de nouveaux clients qui nous font confiance, mais je parle surtout de la performance commerciale de nos clients en utilisant leur propre marketplace. Il faut que le grand groupe rachète cette scale-up ou au contraire que cette scale-up en fasse un client. Non, mais... C'est quoi la meilleure façon de faire? Enfin, c'est évidemment la deuxième. On a eu régulièrement des clients qui nous disaient est-ce qu'on peut signer un contrat d'exclusivité avec vous? Mais c'est tuer la poule aux œufs d'or de faire ça, parce que l'innovation pour nous, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'on a 300 clients qui en permanence nous challenge. Donc nous, notre innovation, elle vient de quoi? Elle vient de la R&D, de nos équipes, nos labs. On a d'ailleurs fait beaucoup de recrutements récemment. Isabelle Bénard, qui est Chief Product Officer chez Miracle, est venue apporter tout son savoir-faire pour nous aider à apporter justement de l'innovation, et avec beaucoup de diversité. Je le dis au passage parce que c'est une grande satisfaction dans le monde de la tech, d'avoir des femmes dans le monde de la tech, dans des métiers produits et des métiers commerciaux. En fait, l'innovation vient à la fois du talent de toutes ces équipes, mais vient aussi du fait de vouloir rester très pertinent dans la partie... on va dire sécurité réglementaire, donc ça aussi c'est des critères d'innovation très importants. En fait, on ne peut pas se louper sur ces sujets-là. Et puis le dernier, c'est, mais non des moindres, c'est ce que nos propres clients nous demandent de faire. Ce sont les idées au quotidien qu'ils nous apportent, l'observatoire qu'on crée avec nos clients. On a 4 fois par an des réunions avec eux pour réfléchir à des nouvelles manières de faire, réfléchir à notre vision dans les 3-5 années à venir. Donc non, il ne faut surtout pas chercher à boucler des contrats d'exclusivité avec des entreprises de la tech. Au contraire, il faut chercher à ce qu'elles puissent servir un maximum d'acteurs. On n'aurait pas l'idée de demander à Microsoft de faire un contrat d'exclusivité parce qu'on utilise Microsoft Word, quoi. Enfin, à un moment donné, et au contraire, il faut que ces technologies servent au plus grand nombre pour être hyper innovantes. Est-ce qu'on peut être optimiste alors? Est-ce que l'Europe s'est mise en ordre de marche pour arriver à créer des champions européens de la tech? Ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire il reste quand même beaucoup à faire et on est loin d'être au max? Il reste des choses à faire, mais il faut être optimiste. Il faut surtout que la période difficile là, qu'on va affronter, il faut qu'on garde les fondamentaux qu'on a eu en 2015-2021. C'est-à-dire tenir les levées de fonds, que les valos ne baissent pas trop, qu'il y ait une collaboration entreprise, start-up et grand groupe qui continue. Donc il faut, on va dire, tenir la période de crise. Je dirais.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission Comment faire émerger un champion européen de la tech. J'espère que vous avez eu évidemment la réponse à cette question. C'était donc l'entrevue digitale, une émission proposée par KPMG et Madines. À très bientôt.